Et aujourd'hui, nous allons voir comment quitter son job pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, je suis avec Joe Cariz pour une interview spéciale et échanger avec lui de ce qui l'a poussé à passer à l'entrepreneuriat alors qu'il était salarié de Goldman Sachs avec un salaire confortable. Aujourd'hui, on va également aborder les étapes et les dispositifs qu'il existe en France pour aider et pour vous accompagner à passer entrepreneur. Mais avant ça, nous avons toujours besoin de vous pour faire connaître notre podcast L'Art de la Gestion Patrimoniale. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous nous écoutez et que vous n'êtes toujours pas abonné, et surtout à nous mettre la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela sera une aide importante pour la visibilité de notre podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Joe Cariz. Comment ça va, Joe Cariz ? Ça va au top, et toi ? Très très bien. Je suis ravi de t'accueillir ici sur le podcast L'Art de la Gestion Patrimoniale. J'espère que c'est de même pour toi. Ouais, écoute, très content d'être là. Hâte de découvrir les petites questions que tu m'as préparées. Ouais, je t'ai préparé quelques petites questions, toujours pour apporter de la valeur à ceux qui nous écoutent. Déjà, on va commencer par te présenter. Si ça te va, Joe Cariz, dis-nous en plus sur toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et aujourd'hui, pourquoi tu en es là ? Ouais, alors, donc moi je m'appelle Marc Lesage-Moretti de mon vrai nom. J'ai bossé 7 ans chez Goldman Sachs où je m'occupais de vendre des produits structurés cross-asset, donc sur toutes les classes d'actifs, actions, matières premières, taux de change, crédit et taux d'intérêt, pardon, à des clients distribution, donc c'est-à-dire banque privée, broker, conseiller de gestion en patrimoine. Donc tu connais bien mon métier. Donc je connais un petit peu. Voilà. Et à 30 ans, j'ai décidé de quitter ce monde-là pour me lancer dans ce qu'on appelle la créateur économie en tant que créateur de contenu et donc sous le nom de Joe Cariz. Ok, et cette création de contenu, c'est quoi qui t'a fait chavirer comme ça de ce métier qui se rapproche plutôt du trader que du métier de créateur de contenu ? Pour être honnête, en fait, moi je l'étais allé dans ce métier-là pas tellement attiré par la thune, plus attiré par les maths. C'est vraiment le truc que je kiffais, c'était les maths, la logique et tout. Et j'avais l'impression que dans ce métier, tu vois, plein d'adrénaline en salle de marché, le métier allait être fun, excitant et tout. Et c'est vraiment ce qui m'a bercé pendant les premières années. Et puis voilà, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que tout le monde, ou 99% des gens autour de moi, étaient là juste pour le pognon. Et que moi, j'avais plus d'ambition que ça. Donc voilà, je me suis dit, quel va être mon prochain challenge et ça a été dans la créateur économie qui, je pense, une révolution énorme que les gens n'ont pas encore tellement vu arriver, mais qui est une énorme révolution qui va complètement transformer notre société. Ok, et quand tu parles de maths, tu as parlé de maths, tu as fait une prépa ? J'ai fait une prépa en école de commerce voie scientifique. Okay. Et effectivement, en arrivant en prépa, je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu gouré de voie parce que le seul truc qui me faisait kiffer, c'était les maths. Donc j'ai fait que des maths. Okay. Tu vois, et c'est comme ça que je suis arrivé en école. J'étais à l'ESCP. J'ai eu, entre 18 et 20 à toutes mes épreuves de maths. Et à l'ESCP, je me faisais chier, donc je suis devenu prof de maths en classe préparatoire dans le groupe IPSUP. J'avais 2 classes de prépa de 15 élèves. MPSI, c'est ça ? J'avais des MPSI en remplacement. Toute l'année, j'avais plutôt des ECS, donc commerce, voie scientifique, des premières années. Ma deuxième année prof de maths, j'avais aussi des deuxièmes années. Et sur des remplacements, j'avais des MPSI, donc c'était des cours qu'il fallait que je bosse un peu. J'avais des copies à corriger, des réunions avec les autres profs et tout. Enfin, c'était un truc où j'étais assez investi, quoi. Les fameuses heures de colle le soir et ainsi de suite, c'est ça aussi, je crois. Ouais, la totale. Ouais, la totale. Ok. Bon, tu t'es moins reconnu dans ton ancien job. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu ne te reconnais pas dans ton job et tu as voulu passer le pas ? Est-ce que tu avais quelque chose qui t'a vraiment motivé d'un coup ? Est-ce que tu as eu un déclic ? Comment ça s'est passé pour vraiment voir ce changement ? Tu l'as vu au fur et à mesure avec le Covid, ça a peut-être y joué ? Je sais pas, je te pose la question. Ouais, écoute, je pense que, tu vois, c'est quand même des métiers, tu vois, la finance de marché, même si j'avais fait au bout d'un moment toutes les classes d'actifs, j'étais un peu dans mon équipe celui aussi qu'on appelait solution sales, c'est-à-dire qu'il faisait un peu toujours les produits un peu hybrides, un peu bizarres, parce que j'aimais bien ça en fait. Mais malgré ça, au bout d'un moment, tu commences vraiment à avoir fait le tour, tu vois, de tout ce que tu peux faire. Et donc voilà, je commençais vraiment à m'ennuyer. Et en fait, eux, pour me motiver, tu vois, à part me proposer plus d'argent, ils n'avaient pas beaucoup d'arguments pour me motiver à rester. Et voilà, et encore, faut que les gens comprennent, pour ceux qui nous écoutent, que c'est que moi, je viens d'un milieu hyper privilégié, donc juste gagner de l'argent, c'était pas ça mon ambition, quoi. Ok, donc tu avais vraiment envie de faire autre chose et tu voulais peut-être retrouver des valeurs derrière ? Il y a peut-être des valeurs qui te manquaient, peut-être juste le côté, je sais pas, j'ouvre la question encore une fois. Ouais, il y a plusieurs choses, effectivement. Je pense qu'il y a à la fois encore une fois, le fait de ne pas être challengé intellectuellement, c'est-à-dire que vraiment, il y avait pas, je réfléchissais pas dans mon job, quoi. Faut aussi comprendre ça. Je pense que beaucoup idéalisent un peu le job de banquier en salle de marché et tout, chez un Goldman Sachs ou chez un autre, et pensent que c'est des métiers qui sont hyper intellectuels. La réalité, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est des métiers très scolaires. En fait, tout ce qu'on te demande dans une banque, dans une salle de marché, c'est de pas faire d'erreur. C'est de travailler longtemps, de manière très intense, et de pas faire d'erreur.
Et si tu fais ça, et si tu sais faire ça, en fait, ta carrière va très bien se passer, tu vois. Et voilà, et de pas être aussi quelqu'un de trop créatif ou trop différent. C'est quand même des métiers où tu dois être assez conformiste. Donc ce deal-là, d'avoir un métier très scolaire, très intense, en échange de beaucoup d'argent et d'être l'esclave de leur boulot, leur convient très bien, tu vois. Ok, non mais je suis totalement d'accord avec toi, je te rappelle que j'ai fait le même pas, hein, c'est-à-dire quitter la banque privée pour me lancer à mon compte en tant qu'entrepreneur et conseiller en gestion de patrimoine. Et puis c'est vrai que ce pas-là, je le connais. Toi, est-ce que tu as eu des doutes avant de te lancer quand même, parce que c'est un énorme pas que tu as fait. Est-ce que tu as eu un doute quand tu t'es lancé? Est-ce qu'au début c'était compliqué? Comment ça s'est passé le départ? Ouais, je pense que ça serait mentir de dire que j'ai eu aucun doute en me lançant. Après, c'était quand même un truc qui était certain, tu vois. C'est un grandissement, je sais pas, d'un murmure qui est en toi, qui devient de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, tu sens que tu ne peux plus ne pas l'entendre, tu vois. Tu peux plus te mentir à toi-même. Et puis j'avais ce malaise dans mon taf aussi, tu vois, il faut en parler. Moi, j'ai fini par faire un burn-out où je me suis fait accompagner par des coachs. J'avais un coach professionnel et une coach plus sur le plan psychologique. Et donc voilà, je me suis fait accompagner. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je trouve une solution. Et je pense un des déclics que j'ai eu, c'était, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec ma petite sœur, tu vois, où on était dans le train. Et donc j'étais en train de négocier mon départ de Goldman. Et puis elle me dit, mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire après? Et je lui dis, ouais. Mais j'ai une idée, mais c'est tellement fou que je sais pas, tu vois, je sais pas si je vais le faire. Et ma sœur m'a dit, bah si c'est fou, peut-être que ça peut venir que de toi, tu vois. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est peut-être la première fois que je fais un truc qui ne me vient pas, je sais pas, de la famille, des parents, de la société, ou en tout cas de ce qu'on te dit. Parce que je dirais pas que je suis allé chez Goldman pour faire plaisir à mes parents, à ma famille ou à la société, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai choisi parmi l'ensemble de choix dont je savais que c'était des trucs aussi bien pour l'image, pour la société, pour tout ça, tu vois. Ok, donc je viens de capter l'élément déclencheur. Ouais. Une petite discussion dans le train, des fois Petite ça peut discussion, suffire. ouais, c'est ça. Petite discussion avec ma soeur dans le train et je la remercie. De ton côté, quitter son job pour lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Ouais. Est-ce que quand on est en France, c'est quelque chose qui est simple selon toi? Est-ce que tu as profité par exemple d'aide, d'accompagnement par la France? Est-ce que tu as pu, tu parles de coach en termes de burn-out, il y a beaucoup de médecins aussi, on sait que la médecine en France c'est une force là-dessus, d'avoir la gratuité de la santé. Mais est-ce que au-delà, je pense que la France t'a incité à aller dans l'entrepreneuriat ou tu dirais pas que c'est le cas? Alors honnêtement, je pense que je me rendais pas compte à l'époque à quel point il y a quand même des trucs qui sont pas optimisés en France. Tu vois, t'as plein de charges et tout. C'est très compliqué quand tu es entrepreneur. C'est un bordel sans nom. En termes de cash flow aussi, tu as des trucs qui sont pas du tout optimisés. Tu vois, où tu te retrouves d'un coup à devoir payer une tonne d'impôts et tout. Et tu as plein de boîtes qui crachent à ce moment-là. Donc il y a plein de trucs qui sont pas optimisés. Et en vrai, je suis encore au début de mon aventure entrepreneuriale. Donc je me rends pas encore compte à quel point. Tu parles des fameuses charges sociales ici, quand elles arrivent un an plus tard, ou des impôts, Ouais, que t'as des pas impôts, prévu, en de la fait, TVA et tout ouais, ça. c'est ça. Tu te prends l'impôt sur la société, plus tu te prends l'impôt. En fait, donc en N+1, tu te prends l'impôt au premier trimestre de la société, plus tu te prends La l'impôt. régule. Ouais, la régule de devoir payer ton impôt, comment ça s'appelle, à la source, quoi. Donc tu dois payer 1,25 fois ton impôt d'un coup, quoi. Donc ouais, ça fait assez mal et il y a pas mal d'entreprises qui meurent à ce moment-là. Il y a un dispositif qui existait à mon époque. Moi, j'ai quitté Goldman Sachs début 2022, février 2022. Ok. Et en fait, tu peux demander à l'État de faire, tu vois, une reconversion professionnelle. Et en fait, ce truc-là, donc tu es accompagné par quelqu'un qui t'aide, bon, c'est gratuit, tu vois, qui t'aide à préparer ton dossier un peu. Et ensuite, tu soumets ton dossier à un jury. Et le jury a 2 mois pour te répondre. Et s'ils ne te répondent pas au bout de 2 mois, ton dossier est réputé validé. Et donc, tu as le droit en fait, de démissionner à ce moment-là en touchant les allocations Pôle emploi. Tu vois. Donc en tout cas, ça, c'était le cas à mon époque. Et ça, c'est un truc nouveau, je crois que Macron a mis en place. Donc ça va quand même dans le bon sens. On peut se plaindre, mais il y a quand même des évolutions qui ont été faites pour que les reconversions professionnelles, et notamment quitter le monde du salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, soient plus faisables que ça l'était il y a quelques années, quoi. Oui, c'est vrai que tu parles de la fameuse démission, reconversion. Voilà, Je vais c'est te ça. compléter là-dessus parce que c'est vrai que certains ont pu profiter de ce dispositif et que je connais plutôt bien. Il faut effectivement vérifier les conditions d'accessibilité dans l'entreprise, y avoir fait au minimum 5 ans. Je pense que quand tu t'étais renseigné, tu avais dû te renseigner sur ces sujets-là. Et puis avant les démissions, il faut demander effectivement, comme tu l'as dit, un conseil en évolution professionnelle pour élaborer ton projet. Une fois que ton projet il est élaboré, il faut que tu le fasses valider et que le caractère soit réel et le sérieux forcément de ton projet, c'est important. Et en étape 4, il faut s'inscrire. Il ne faut surtout pas oublier de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les 6 mois, sinon tu ne toucheras pas le chômage. J'insiste, il faut toujours s'inscrire. Ce n'est pas le chômage qui va venir te chercher. Mais c'est vrai que ce dispositif peut aider à la reconversion dans l'entrepreneuriat. Parce que mine de rien, c'est un dispositif qui aide le salarié à partir et à aller vers l'entrepreneuriat. Par contre, il faut quand même un projet sérieux et réel, et j'insiste là-dessus. Complètement, complètement. Et c'est complètement nécessaire ce truc-là, parce que c'est vrai qu'au début,
dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas d'allocation, enfin, tu as quand même un long moment avant de pouvoir commencer à toucher de l'argent. Là, sur l'année 2024, sur l'une de nos boîtes, donc la Jocaris Corporation, on estime qu'on devrait faire 300K de chiffre d'affaires, donc c'est top. Mais ça a mis du temps, tu vois, ce sera sur l'année 2024, alors que je me suis lancé en 2022. Donc, je pense que c'est très très dur de ne pas avoir ce petit moment au début où tu ne vas pas gagner de revenus, quoi. Donc là, à ce moment-là, soit il faut avoir du capital, soit effectivement toucher des allocations, c'est très utile, quoi. Ouais, je pense qu'après les allocations chômage, on va pas en faire, nous, tout un épisode avec Jocaris, c'est pas le but. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même un dispositif qui peut aider quand on se lance. Et il y a aussi un autre dispositif que vous devez connaître, parce que là, vous êtes en train de vous dire, merde, moi, j'ai pas 5 ans de salariat. Comment je vais faire pour avoir les allocations chômage? Si vous les avez pas, vous pouvez aussi démissionner. Vous aurez 4 mois sans chômage, ça c'est réel. Mais par contre, vous pouvez redemander une allocation au bout de 4 mois et elle sera validée si encore une fois votre projet est sérieux, réel et concret. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a plusieurs dispositifs en France qui peuvent aider pour avoir le chômage. Là, par contre, on voit aussi que le gouvernement est en train de taper un peu dessus en passant de 2 ans à 15 mois à partir du 1er décembre. Donc on réduit les allocations. Mais 15 mois, c'est suffisant, je pense, pour lancer son entreprise et savoir si elle est viable. Enfin, du moins, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'il faut, au minimum 15 mois quand on se lance. Et ça peut aider en termes de trésor. C'est vrai que quand on se lance et quand on est jeune, la trésor peut manquer, alors que quand on se lance et quand on a 50 ans, on peut avoir une trésor de côté pour se lancer. C'est totalement différent. Il y a juste un dernier truc que j'ajouterais, parce que les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que déjà, on peut se faire coacher dans les moments durs là-dessus, quoi. Ça, c'est important parce que ça fait qu'en école de commerce ou en école, on ne parle pas forcément. Tu vois, on te vend une carrière comme quoi une carrière c'est cool, tout va bien se passer. Le moment dur c'est au début de te faire embaucher et après c'est un long fleuve tranquille. Et donc, oubliez pas qu'il y a des gens dont c'est le métier qui peuvent vous coacher. Et ensuite, rappelez qu'il y a 3 manières de quitter une entreprise, une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement. Et le licenciement ne veut pas forcément dire que ça a été provoqué par l'entreprise ou autre chose, quoi. C'est juste un véhicule et en fait, on peut négocier et se mettre d'accord sur faire une rupture conventionnelle ou faire un licenciement en fonction de ce qui est le plus arrangeant pour les deux parties, quoi. Voilà. Moi, je ne pourrais pas dire quel véhicule j'ai utilisé parce que je suis sous NDA avec Goldman sur ce point-là, entre autres, mais voilà, faut avoir conscience de tout ça et il y a beaucoup de choses qui sont possibles, quoi. Ouais, tout à fait, parce qu'après un licenciement, on le rappelle, on touche directement les allocations chômage, ou après une rupture conventionnelle également. C'est vrai que c'est une différence importante. Mais c'est vrai que souvent, quand on est licencié ou rupture conventionnelle, c'est un peu plus à l'amiable. Le licenciement intervient des fois dans des situations plus complexes, et c'est vrai qu'on ne pense pas tout de suite à l'entrepreneuriat dans certains cas. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des licenciements sous conditions aussi, donc il faut le rappeler, toutes ces conditions sont importantes. Je pense qu'on a fait le tour sur est-ce que la France, pas incite les gens à se lancer, mais peut les aider à se lancer sur ces côtés-là. Je pense que la France a aussi cette force de mettre en place, enfin c'est pas la France là, c'est les entrepreneurs qui ont cette force de mettre en place pas mal de choses. Je pense au BNI, où on va profiter d'un certain réseau. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de villes et de communes qui mettent en place des dispositifs pour aider à l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un peu plus le cas depuis 3-4 ans. L'entrepreneuriat est plus en vogue en France qu'auparavant. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Est-ce que tu penses aussi que toi, l'entrepreneuriat a plus le vent en poupe qu'auparavant? Ouais, je pense qu'il y a quand même des trucs qui ont été faits, tu vois, alors Oussama a une super mauvaise réputation maintenant, tu vois, et je j'ai pas de jugement là-dessus, on laissera la justice faire son boulot, mais ce qu'ils ont lancé avec The Family, tu vois, au début des années 2010, il faut bien voir qu'à cette époque-là, l'entrepreneuriat, ça n'existait quasiment pas, enfin, tu vois, genre c'était en tout cas pas du tout connu et tout en France, et ça s'est quand même énormément développé depuis les 10 dernières années, ou Xavier Niel avec Station F et tout ça, enfin, maintenant il y a quand même beaucoup d'incubateurs, beaucoup de réseaux. Moi, je suis invité toutes les semaines à des soirées d'entrepreneurs et tout ça. Et donc, il y a des vrais réseaux et d'entrepreneurs qui se serrent les coudes. Maintenant, en France, c'est réel. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus simple maintenant que ça l'était il y a 10 ans. Ouais, exactement. Et puis là-dessus, je suis d'accord aussi qu'il faut oser, faut pas se cacher, faut oser contacter les personnes. Il faut vraiment tenter. La plupart des personnes sont très ouvertes et répondent de manière très cordiale. Pire du pire, si vous ne les intéressez pas, elles vous le diront. Mais s'il y a possibilité d'échanger avec elles, elles vous le diront aussi. Donc, c'est toujours ça. Ouais, c'est ça. Et c'est une habitude qu'il faut prendre un peu sur le long terme de toujours y aller, toujours contacter des gens. Effectivement, on se prend des tonnes de vent toute la journée. Ouais. Mais petit à petit, tu te fais ton réseau et c'est des coups à 3-4 bandes où c'est dur de calculer que en fait, telle personne à qui tu as parlé va te connecter à une autre personne qui va te connecter à une autre et tout ça. Donc, faut vraiment faire l'effort. Moi, ça me fait chier d'aller aux soirées, des trucs de networking et ça, c'est pas mon truc, tu vois. Mais je me force à le faire en fait, tu vois. C'est hyper important. Ça fait partie presque du job au final. Ah, ça fait 100% partie du job. Ouais, totalement. Allez, petite question un peu technique. Je vais t'embêter. Je vais t'embêter, Jocaris. Quelle structure juridique tu as choisi pour te lancer ta première société? Là, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelle structure tu as choisi? Est-ce que tu étais en micro? Est-ce que tu étais en SASU, en EURL ou une autre structure juridique que je ne connais pas encore? Putain, moi, je suis vraiment pas un expert comptable, mais j'ai fait une SASU, moi. Une SASU au départ? J'ai fait une SASU et là, je suis en train de faire une holding. Donc, comme je disais, j'ai 3 boîtes aujourd'hui. J'ai la Jocaris Corporation, donc, qui est la boîte autour de mon image, où je vends mes vidéos, je vends des placements de produits à des annonceurs, je vends des intégrations à des annonceurs,
je vends des conférences, ma présence à des événements. Par exemple, j'ai fait un événement de recrutement pour KPMG qui voulait recruter des élèves des top écoles d'ingénieurs. Et donc, le fait que je sois présent à l'event aussi a aidé à faire venir plus d'ingénieurs, tout ça. Donc, toute cette boîte-là, à peu près, c'est ça, cette boîte qui devrait faire dans les 304 CA. Et en fait, j'ai deux autres boîtes. Donc, une boîte qui est une boîte d'événementiel. On monte le plus gros forum de la Creator Economy B2B à la fin de l'année, là. On en reparlera d'ailleurs. On en reparlera, ok, très bien. Et enfin, une troisième boîte qui vend du conseil YouTube pour les corporates, tu vois, ou du conseil plus généralement dans la campagne de communication digitale. Donc là, tu es principalement sur de la presta. Ouais, c'est ça. Et en fait, et donc au-dessus de ça, là, j'ai mis une holding qui me permet en fait de dégager des bénéfices à ma holding sans payer d'impôts dessus, quoi. Ok, Voilà. et alors si je rentre dans le détail, je vais t'embêter encore. Ouais, Holding animatrice ou passive? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question? j'ai aucune idée. Animatrice, ça veut donc dire qu'elle a un rôle crucial dans ta structuration d'entreprise, c'est-à-dire Ouais. qu'elle va vraiment apporter de la valeur à tes sociétés. Passive, c'est juste qu'elle détient les sociétés du dessous. Est-ce que tu auras une idée? Alors je crois que c'est passive. Passive, pour le moment, c'est une société qui est là vraiment pour éviter le frottement fiscal et réinvestir. Ouais, c'est ça. C'est plutôt une ça. société tampon. Ouais, c'est ça. Ouais, une société de droit. Ok, non mais c'est vrai que c'est des sujets qu'on aborde souvent sur notre chaîne, donc c'est Ok. pour ça que je te pose la Donc, question faudra et que je que te j'écoute catch un petit plus. peu là-dessus. Faudra que j'écoute plus souvent ta chaîne alors. Ouais, mais t'inquiète pas, t'auras le temps d'écouter et si ça t'intéresse, il y a des sujets sur la holding, hein, on en a Ok. fait pas mal. De ce côté-là, t'as été accompagné par qui? Avocat fiscaliste, expert comptable, conseiller en gestion de patrimoine? Qui c'est qui t'a accompagné au début? T'as fait tout seul? Ouais, avec un comptable, tu vois. Comptable, quand j'ai un comptable qui a fait les démarches, mais le comptable fait ce que tu lui dis de faire, tu vois. Donc c'est plus j'ai demandé conseil à des potes sur comment faire le truc et j'ai fait comme ça, quoi. Ok, donc t'avais vraiment envie d'apprendre de toi-même là-dessus un peu aussi. Ouais, un peu, mais c'est vrai que j'ai pas senti forcément le besoin de me faire accompagner. Peut-être que j'aurais dû. J'espère que j'ai pas fait trop de conneries sur les montages et tout ça. Mais je pense que c'est aussi une des erreurs des entrepreneurs, c'est que l'admin, tu le fais à l'arrache, alors que c'est un truc hyper important, tu vois. Donc, Ouais, parce que les transfos. Après, c'est vrai que c'est hyper important, surtout quand tu parles d'holding. C'est Ouais. c'est assez important parce que c'est une transformation, ça peut coûter de l'argent derrière, ça peut coûter beaucoup d'argent. La fiscalité sur la plus-value, les apports, les commissaires aux apports, tu as dû entendre parler de tout ça un petit peu quand tu fais une holding. C'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même primordiaux et sur lesquels on est souvent accompagné. Heureusement que le comptable a jeté un petit coup d'œil quand même, parce que je pense que c'est important. Ouais. De ton côté, est-ce que tu pensais que ton entreprise allait évoluer aussi rapidement dans la creator economy? C'est là où on va pouvoir parler de ça. Est-ce que tu pensais qu'il y avait autant de business dans ce monde-là que quand tu l'avais imaginé au départ? En fait, je sentais que c'était une transformation monstrueuse, la creator economy, tout simplement parce que ce qui est au cœur de la creator economy, c'est le côté, c'est l'authenticité, tu vois, qui fait que il y a des influenceurs aujourd'hui qui ont, je sais pas, un Squeezie qui a 150 fois plus de reach qu'un média traditionnel. Et en fait, si tu veux, c'est un phénomène plus large dont toi, tu es témoin dans ton métier aussi, c'est le côté, ce qu'on appelle le sans permission. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a créé Internet ou même ce qui se passe dans la société de manière plus générale, c'est on veut désintermédiariser le système et un peu contourner les acteurs, ce qu'on appelle les gatekeepers, tu vois. Donc, on essayait de désintermédiariser la banque, on essaye de désintermédiariser, je sais pas, en musique, les labels. On essaye de désintermédiariser les médias. Aujourd'hui, tu peux devenir ton propre média, tu vois. Bah, tout à fait. Et donc, ce truc-là, c'est une transformation énorme dont j'étais convaincu et je voulais me mettre dedans. Mais je me suis, tu vois, là, la semaine dernière, je faisais une keynote à Vivatech sur la creator economy, donc j'ai révisé un peu les chiffres. C'est-à-dire que la creator economy, c'est un marché de 250 milliards de dollars en 2022. Et là-dedans, on ne compte que les revenus des créateurs. Donc, on ne compte même pas les revenus des plateformes. YouTube, l'année dernière, en 2023, déclare 32 milliards de dollars de revenus. Ça n'est même pas compté dans la creator economy. Selon cette analyse de Goldman Sachs, donc, que je cite, qui est sortie début 2023 sur 2022, 250 milliards de dollars. Et le plus intéressant dans l'étude, c'est qu'ils disent que ça va doubler en 5 ans. Donc ça sera 500 milliards en 2027. Ouais, Donc c'est gros énorme. business, ouais. Donc t'es normalement dans le bon business. Après, il faut savoir surfer sur la vague et non pas cracher, comme beaucoup peuvent aussi cracher. Je le rappelle, hein, une entreprise sur deux en France coule au bout de 3 ans. Ça veut dire aussi qu'il faut choisir le bon business, il faut choisir le bon secteur. Puis je vais dire être motivé par ce qu'on fait. Je pense que c'est le plus important presque. Ouais, c'est ça. Et puis là, tu vois, un des trucs qui caractérise la creator economy aussi, c'est une suroffre par rapport à la demande. Il y a un penseur qui a beaucoup étudié ça, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Pour une écologie de l'attention. Il s'appelle Yves Citon. Et il compare la creator economy au Festival d'Avignon. Tu vois, Festival d'Avignon, je crois que tu as à peu près 1500 personnes, spectacles, pardon, entre le off et le in. Tu vois, tous les jours, tu as plus d'un millier de spectacles et tu as le temps d'en voir 4 ou 5. Tu vois. Donc, trop d'offres par rapport à la demande. C'est aussi ce qui caractérise la creator economy. Moi, aujourd'hui, dès la première année, avec le CA que je t'ai annoncé, je suis déjà largement dans le top 1. J'ai la chance d'être dans le top 1% des créateurs, tu vois, et à pouvoir en vivre. Il y a une grande majorité qui ne peuvent pas en vivre, tu vois. Donc voilà, faut aussi garder ça en tête. Ouais. Ouais, totalement. Puis je pense qu'il y a pas mal de marchés de niche à explorer.
Je pense qu'il faut pas être dans... Il y a beaucoup de marchés, au contraire, qui sont dans la masse, et beaucoup de personnes qui peuvent, je pensais à ceux qui faisaient de l'affiliation ou autres, ou qui vendaient des sacs LVMH à l'époque et que LVMH payait. Aujourd'hui, LVMH ne paye plus. LVMH envoie les sacs et dit faites une vidéo. C'est totalement différent l'aspect que peut avoir certaines sociétés par rapport à avant, parce qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'auparavant aussi. Donc c'est un petit peu différent. Ouais, complètement. Bon, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie par rapport à tout ça. J'ai envie de te dire quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui quitte le salariat pour l'entrepreneuriat. Le conseil, si tu en avais donné un, deux ou trois si tu veux, mais déjà un premier, le plus important pour toi, c'est quoi quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Je pense qu'il faut y croire, quoi. C'est ça le vrai truc, quoi. Il faut aussi se rappeler qu'il n'y a personne qui va croire en toi, tu vois. Donc, c'est à toi de croire en toi. T'es la première personne qui va y croire. Et c'est hyper important parce que, tu vois, j'ai fait un TEDx là-dessus sur la notion de choix en expliquant que finalement, une fois que tu as bien réfléchi à ton truc, finalement, personne ne voit le futur, tu vois. Il faut aussi être humble par rapport à ça. Moi, je croyais avoir une intuition sur la créateur économie, mais j'en sais rien. La banque, j'en sais rien non plus de ce que ça va donner et tout ça. Donc, voilà, ce qui compte, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on choisit, est-ce que je reste dans la banque ou est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est plus une fois que j'ai fait mon choix, à quel point je vais tout mettre en œuvre pour rendre ce choix bon, tu vois. Et pour ça, il faut y croire à fond. Donc, ouais, si je devais donner qu'un conseil, ça serait ça, quoi. Ne pas lâcher. Ouais, ne pas lâcher. Ouais, mais je suis presque persuadé de ce que tu dis là-dessus, parce que si tu lâches dès la première bûche qui arrive sur ton chemin, tu lâches vite. Ouais, c'est ça. Et après, il faut bien comprendre que ne pas lâcher, ça veut pas dire aller toujours dans la même direction, tu vois. C'est-à-dire que parfois, oui, tu dois réorienter. Moi, à la base, quand je me suis lancé dans la créateur économie, je voulais je veux me faire connaître sur les jeux vidéo, tu vois, en montrant qu'un papy comme moi, à 31 ans, pouvait atteindre le top niveau sur League of Legends, qui est un des jeux les plus compétitifs du monde, avec 125 millions de joueurs dans le monde. Ce que j'ai fait, je me suis fait coacher par un ancien joueur pro et j'ai atteint le top 0,5%. C'est pas du tout ça qui a marché, tu vois. Finalement, ce qui a marché, c'est de monter mon podcast carrière, qui est devenu un des top podcasts carrière en France. Donc, tu vois, je me suis lancé dans la créateur économie sur une création de contenu et j'ai quand même pas mal redirigé ma barque depuis le début. Donc, ne pas lâcher et toujours y croire, ça veut pas dire aller, tu vois, de manière complètement obstinée tout le temps dans la même direction. Mais voilà, ça veut dire en faisant un peu l'anguille, trouver sa place et y croire à fond, quoi. Ne pas être obtus et être à l'écoute. Ouais. À l'écoute du marché, à l'écoute des personnes. Faut être à l'écoute, mais pas trop. Parce que t'as tellement de gens en fait, qui cherchent à te décourager. Il faut aussi avoir le courage de s'écouter soi-même. Tu vois. C'est la principale personne que tu dois écouter parce que c'est la seule personne qui sait ce que toi tu veux et ce dans quoi tu veux être bon, quoi. Et allez, je te pose une question qui n'est pas écrite dans le script, donc là je te surprends. Quelle est la pire erreur que tu as faite quand tu t'es lancé? Est-ce qu'il y a une erreur pour toi qu'il ne faut pas faire quand on est entrepreneur? Tu as parlé de la rapidité de tes formalités, ainsi de suite. C'est pas forcément une énorme erreur, mais c'est quand même une erreur assez importante des fois que peuvent faire certains entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a une autre, cette fois-ci dans la partie entrepreneuriat? Quand tu t'es lancé, au début, est-ce que tu étais obtus sur quelque chose? Est-ce que tu n'as pas voulu lâcher un truc? Dis-nous en plus. Je pense que, tu vois, quand j'ai quitté Goldman en février 2022, il s'est passé 10 mois. Entre février 2022 et janvier 2023, il s'est rien passé. J'étais dans l'ombre, je streamais sur Twitch avec 7 viewers et tout ça. Et je pense qu'une erreur que j'ai faite pendant cette période-là, alors que je bossais beaucoup, c'est que en fait, j'avais 3 priorités. Et voilà, comme le disent les ricains, quand t'as 2 priorités, c'est que t'en as pas. Moi, j'en avais 3 en l'occurrence. J'essayais en fait à la fois de devenir semi-pro dans encore une fois, une des disciplines les plus compétitives du monde. C'est pas un truc que tu fais comme ça sur le côté. J'essayais de me développer sur mes réseaux et sur tous les réseaux, tu vois, de me lancer sur tous les réseaux à la fois. Et j'essayais d'animer mes streams, tu vois, et animer un stream, c'est un truc qui demande énormément d'énergie, et c'est un peu comme un one-man show, quoi. Donc voilà, faire ces 3 trucs à la fois, on fait qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Et de manière toute conne, quand je me suis mis à faire qu'une seule chose, donc j'ai arrêté de communiquer sur les réseaux, j'ai tout arrêté, et je me suis entraîné avec un coach 12 heures par jour, 6 jours sur 7 sur un jeu vidéo. Là, forcément, ça marche, tu vois. Donc, ouais, l'erreur, vouloir faire trop de trucs à la fois et pas se concentrer, quoi. Le défocus, c'est un vrai risque. Mais j'ai fait le tour. Je carise sur la créateur économique qui arrive en fin d'année. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que c'est un énorme événement que tu nous prévois? Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? Et comment on peut s'y inscrire? Comment ça va se passer tout ça? Ouais, alors donc forum de la créateur économie en B2B en décembre 2024 à Station F. Alors je sais pas quand sortira le podcast, mais tu seras une des premières annonces, parce que moi-même je l'ai pas encore officiellement dit sur mes réseaux. Je l'ai annoncé en conférence à Vivatech, mais je l'ai pas officiellement encore annoncé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura tous les acteurs principaux de la créateur économie, donc les créateurs de contenu, les agences, les boîtes de prod, les plateformes concurrentes, tu vois, peut-être un Twitch face à un Kik, face à un YouTube, les directeurs marketing, bien sûr, le but pour que l'événement soit une réussite, il faut qu'il y ait les annonceurs, les gens qui ont de l'argent à dépenser et qui s'intéressent donc à la créateur économie comme nouvel espace publicitaire. Les acteurs du gouvernement, notamment ceux qui ont bossé sur la loi de l'influence en juin 2023, pour donner de la légitimité à cet écosystème. Et enfin, tout l'écosystème de la créateur économie, c'est-à-dire des monteurs, des graphistes, des boîtes qui utilisent l'IA pour te faire tes shorts et tout ça. Donc voilà, ça c'est à la fin de l'année. En B2B, donc oui, il y aura des gros créateurs et tout pour qu'il y ait un peu d'attraction.
Mais le but, c'est aussi qu'il y ait essentiellement des créateurs de contenu sérieux. On est à Station F, il y a plusieurs stands. Un event, ça coûte cher à monter, donc c'est un event assez ROI-driven. On veut que les gens repartent avec des leads business et tout, et repartent de là. Toi, par exemple, si tu viens pour présenter ton podcast, on veut que tu repartes avec des directeurs marketing qui sont intéressés par communiquer dans ton podcast, tu vois, par exemple. Donc voilà, à Station F, tu as la possibilité à l'étage de faire des meetings one-on-one. Et ensuite, toute la journée, à Station F, tu as une main stage et une junior stage. Donc tu as des keynotes de 20 minutes toute la journée où on présente un sujet, ou des panels de discussion de 40 minutes où il y a des acteurs divers de la créateur économique qui discutent. Voilà. Et pour conclure, le but, il est triple. Business, faire repartir avec des leads. La légitimité, tu vois, on veut aider à développer la légitimité de cet écosystème qui est encore pas du tout respecté en France, alors qu'encore une fois, c'est un marché énorme. Et l'évangélisation, donc pendant les panels, pendant les keynotes, expliquer comment faire des campagnes médias réussies avec des créateurs de contenu, quoi. Alors, ça a l'air hyper intéressant, je pense qu'on y sera et j'espère. Donc en tout cas, ça donne envie, on verra ce que ça donne. Et puis j'espère pour toi, c'est ta première. Ouais, c'est ma première, mais je me suis associé avec l'un des fondateurs de la Paris Blockchain Week, voilà, qui s'y connaît en événementiel, parce que c'est un vrai métier à part de faire de l'événementiel, donc voilà, je suis pas tout seul. Ouais, j'imagine que c'est un autre métier. Bah, je te remercie, Joe Caris, j'espère qu'on a donné envie aujourd'hui aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs, déjà de continuer s'ils sont dans l'entrepreneuriat et de ne rien lâcher, bon, ne pas s'obstiner, on a bien compris, ne pas s'obstiner, prioriser de votre côté, et puis pour ceux qui sont dans le salariat et qui se posent la question, réfléchissez au projet, et il y a pas mal de dispositifs qui existent en France pour vous aider, donc pensez-y, faites-vous accompagner, et puis contactez un conseiller en gestion de patrimoine quand vous lancez votre entreprise. J'insiste sur la partie statut et structure juridique. Merci beaucoup, Joe Caris. Merci beaucoup pour l'invitation. Et si vous avez apprécié ce contenu qui est toujours de qualité et qui se force à être gratuit, alors n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles. En effet, cette simple note nous aidera à rendre encore plus visible notre podcast. Alors choisissez la plateforme de votre choix et mettez-nous la note de 5 étoiles. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez tout simplement pas à aller écouter l'épisode 67, La France est-elle le paradis fiscal des entrepreneurs ?